À la une de l'actualité, le maire central de Bobo-Dioulasso, boycotté par 6 maires d'arrondissement sur 7. Bouraï Massano est désavoué par des maires issus de son propre camp politique. Les frondeurs en majorité issus du MPP dénoncent des velléités de réduction de budget des différents conseils municipaux de la commune de Sia. Tous les détails à suivre dans ce journal. Retour ce soir sur le très controversé rapport parlementaire qui préconise le report des législatives. Le rapport va au-delà de cette seule proposition qui a fait des vagues. Il contient 19 recommandations sur des sujets relatifs à la réconciliation nationale, à la prise en charge des déplacés internes, à l'action des volontaires de la défense, entre autres. Des recommandations qui sonnent plutôt comme une interpellation du gouvernement à faire mieux. Les détails tout à l'heure. Et puis, nous irons à Toussiana, dans les Hauts-Bassins, coup de projecteur sur le centre médical qui existe depuis près de 30 ans sans un seul médecin, sans unité de radiologie et de laboratoire. En dépit de tout, l'établissement sanitaire fait des prouesses grâce à des agents dévoués. Voilà pour le plat de résistance de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Politique pour commencer et ce soutien pour le candidat Roch Marc Christian Kaboré à la présidentielle de novembre prochain. Une dizaine de partis politiques viennent de fédérer leurs forces pour défendre le bilan du champion du MPP. L'Alliance Vision pour la paix est composée uniquement que de formations politiques déjà membres de l'Alliance pour la majorité présidentielle. Majid Bakouan. Une dizaine de partis politiques, tous membres de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle APMP, a décidé de se regrouper dans une autre alliance en vue de mieux soutenir Roch Kaboré pour la présidentielle de 2020. Ce nouveau regroupement, c'est l'Alliance Vision pour la paix AVP. Il compte mener des actions sur le terrain afin de permettre aux candidats du MPP de briguer un second mandat présidentiel. L'AVP, c'est l'Alliance Vision pour la paix. Nous nous sommes mis ensemble, c'est ça l'Alliance. Comment travailler ensemble, comment partager nos stratégies, comment aller sur le terrain et puis assurer une victoire écrasante au président Roch Marc Christian Kaboré au soir du 22 novembre 2020. Comment ensemble aussi nous pouvons nous entraider pour être représentatifs à l'Assemblée, pour avoir des députés, mettre nos forces ensemble parce que c'est unis qu'on est plus fort. Et c'est pour cela que sous la recommandation encore de certains hommes politiques aguerris, nous avons décidé de nous réunir. Nous nous sommes entendus et le groupe est né. Cette association, ce nouveau groupe qui soutiendra donc le président Roch Marc Christian Kaboré pour sa réélection. Pour Claver Yamiogue et ses camarades, en dépit des contraintes sécuritaires, le président Kaboré a entrepris un chantier de développement véritable qui a abouti à la satisfaction de la population. Je veux dire, il est facile de tirer sur l'ambulance. Vous savez, c'est très facile de regarder. La perfection n'est pas de ce monde. Mais quand nous faisons un constat du quinquennat, nous lui tirons le chapeau. Parce que sincèrement, ça aurait été quelqu'un d'autre, ce n'est pas sûr même qu'il allait faire les 5 ans. Ce n'est même pas sûr qu'il allait faire les 5 ans. Regardez dans quelle situation le Burkina Faso s'est trouvé plongé. Moi, je ne veux accuser personne. Je ne veux accuser personne parce que notre but n'est pas là de dire de la faute à tel. Mais est-ce que, sincèrement, cette guerre qui est menée contre lui est juste ? Et moi, je suis contre l'injustice. Convaincu que Roch Kaboré aura le quitus du peuple pour un second mandat en novembre 2020, l'AVP entend également lui apporter la majorité parlementaire avec les législatives. Le choix de la dénomination Vision pour la paix par l'Alliance est une projection pour une réconciliation nationale, gage d'unité et de stabilité pour le Burkina Faso. Vous l'avez entendu, l'AVP entend apporter une majorité parlementaire au pouvoir sortant au soir des législatives du 22 novembre prochain. Les élections législatives, parlons-en, seront-elles découplées de la présidentielle? Oui, selon l'hémicycle, qui a produit un rapport dont l'une des recommandations l'a suggéré. Elle préconise un report d'1 an, une proposition à polémique qui a éclipsé le contenu du rapport remis au chef de l'État. Ce soir, nous revenons sur l'intégralité du dit rapport. Au-delà du report des législatives, que dit-il concrètement? Élément de réponse avec Rémi Lambert-Nibier.
Le 6 juillet dernier, à l'hémicycle, les députés se retrouvaient pour adopter en toute discrétion un rapport qui livre la quintessence des rencontres entre le Parlement et les forces vives des 5 régions impactées par l'insécurité. Un rapport assorti de 19 recommandations, mais dont une seule a su éclipser les 18 autres, la recommandation 15. Cette recommandation qui préconise le report des élections législatives d'une année va faire des vagues au point de noyer ce rapport à valeur d'interpellation de l'exécutif sur la situation sécuritaire du pays. Pourtant, au-delà de la question hautement politique de la recommandation 15, se trouvent 18 autres recommandations absolument d'intérêt national. Bala Alassane Sakandé et sa délégation s'étant imprégnés des réalités des déplacés internes dans les 5 régions, le rapport qui émane de ces visites ne manque pas de propositions concrètes pour leur prise en charge adaptée et même pour susciter le retour tant souhaité par ces déplacés internes dans leurs villages respectifs. Nous avons souhaité également, comme recommandation, de faire en sorte que les vivres, l'appui aux personnes déplacées, qu'on puisse aussi les envoyer dans les villages où les gens sont retournés, où il n'y a pas de vivres parce que leurs greniers ont été brûlés. Nous avons recommandé également que des vivres puissent être donnés à des familles d'accueil. Parce que dans certaines provinces, il y a des familles qui ont accepté d'accueillir les personnes déplacées. Nous avons souhaité qu'on puisse refaire un recensement des personnes déplacées internes parce que les chiffres évoluent de jour en jour pour une meilleure prise en charge des personnes déplacées. La recommandation 2, qui met l'accent sur le suivi par l'administration et les autorités municipales des interventions des ONG au profit des déplacés internes, ne dénote-t-elle pas un manque d'encadrement en la matière? Justement, à lire entre les lignes, ce rapport est plus une interpellation de l'exécutif que de simples recommandations. Ce rapport qui révèle que les 3 régions militaires égorgent un peu plus de 2000 volontaires pour la défense de la patrie sur 13 000 envisagés et dont seulement 1 millier est armé, pose avec acuité le manque de moyens adéquats pour leur recrutement, leur formation et leur intervention sur le terrain. Quid de l'équipement des forces de défense et de sécurité dans ce rapport? La recommandation 12 préconise un développement des capacités d'intervention nocturne des FDS, ce qui pourrait laisser croire que du constat du Parlement, le champ de bataille est abandonné la nuit à l'ennemi, faute de moyens pour agir. La tenue effective des élections dans les 5 régions impactées par l'insécurité est également évoquée par le rapport qui illustre souhait qu'il n'y a pratiquement pas eu d'enrôlement dans ces 5 régions qui pourtant regorgent un potentiel électoral de plus de 1 829 000 personnes sur 4 500 000 personnes à enrôler au niveau national selon les chiffres de la CENI. Dans sa recommandation 18, le gouvernement est alors invité à présenter un rapport sur le nombre de communes non enrôlées et l'impact de la situation sur la tenue des scrutins du 22 novembre dans ces régions. De quoi lever la question toujours en suspens de la tenue des élections sur toute l'étendue du territoire national. L'enjeu politique de la recommandation 15 a peut-être pris au sein de l'opinion publique le dessus sur la portée patriotique de ce rapport de l'Assemblée nationale. Mais après le veto de la classe politique sur son application, il est alors peut-être temps de nourrir un intérêt sur les 18 autres recommandations qui interpellent ni plus ni moins le gouvernement à assumer ses responsabilités. L'Assemblée nationale qui s'était apaisantie sur cette autre question, celle de la gestion foncière. Une mission parlementaire en 2016 avait même épinglé plusieurs acteurs, dont des promoteurs immobiliers. Les promoteurs immobiliers qui sont justement vent debout contre le département de Dieudonné Maurice Bonané. Face aux défis de son secteur, l'association des promoteurs immobiliers du Burkina se sent méprisée par l'État. Elle dénonce l'inaction du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat. Archimède Boy. L'association des promoteurs immobiliers du Burkina est très remontée contre le département de Dieudonné Bonané, ministre en charge de l'urbanisme. Elle dénonce l'absence de cadre de concertation avec le ministre de tutelle.
Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons jamais eu de dialogue, de concertation, de rencontre avec nos ministres ou même avec les directions techniques qui s'occupent de la promotion immobilière. Ces investisseurs immobiliers veulent mettre en œuvre leur projet, celui d'offrir des logements aux populations. Ils disent avoir engagé des ressources financières, respecté les procédures et soumis leur dossier au service compétent du ministère en charge de l'urbanisme. Mais toujours pas de suite. Le non-traitement de dossier, il a donné les délais qui sont impartis dans la loi. Voilà, au service technique qui dispose de 15 jours, au ministre qui dispose également de 15 jours, au délai de 1 mois, il faut notifier le promoteur. Voilà, et nous avons des dossiers qui ont fait 3 mois, 6 mois, même plus d'1 an, sans réponse. C'est ça le blocage en réalité. Selon cette association, c'est la croix et la bannière pour obtenir un accompagnement bancaire pour la réalisation de leurs projets immobiliers. C'est pourquoi elle propose à l'État burkinabé la mise en place d'un fonds national de soutien. Nous pensons que le ministère ou le gouvernement pouvait constituer un fonds de promotion immobilière, comme c'est fait dans beaucoup de pays, parce que nous avons information dans d'autres pays, par exemple en Côte d'Ivoire où ça se fait, où le fonds est là. Ensuite, il y a un projet bancable, le gouvernement t'accompagne, où il donne l'aval à une banque de t'accompagner à ce que tu puisses réaliser ton projet. C'est le 15 mai dernier que l'Association des promoteurs immobiliers du Burkina a vu le jour. Elle propose la mise en place d'un guichet unique de la promotion immobilière en vue de résoudre, soutient-elle, la question de la lenteur administrative constatée dans le traitement des dossiers. Les investisseurs immobiliers en colère, des conseils municipaux également. Nous sommes à Bobo-Dioulasso à présent où plus rien ne va entre le bourgmestre Bouraïba Sanou et les maires d'arrondissement. Après avoir boycotté la session municipale en début de semaine, les maires des arrondissements 1, 2, 3, 4, 5 et 7 se sont expliqués ce vendredi 17 juillet 2020. Ils dénoncent des velléités de réduction de budget des différentes mairies de la commune de Bobo-Dioulasso, surtout Justin Dabiri. Cette sortie médiatique constitue, selon les conférenciers du jour, un droit de réponse au maire de la commune de Bobo, Bouraïba Sanou, suite au boycott le jeudi 17 juillet de la première session du conseil municipal de la commune. Ces maires frondeurs, qui seront au nombre de 6 sur les 7 maires d'arrondissement de Bobo, n'approuvent pas certaines décisions prises par l'édit de la ville de Sia. Nous avons reçu, il y a quelque temps, une correspondance du maire de la commune nous demandant de réduire nos budgets de 30 millions. On s'est dit, bon, déjà pour des investissements de proximité, d'extrême urgence, s'il arrivait qu'on touche à nos budgets, ça va être difficile. Deuxièmement, nous avons constaté dans le budget qu'il y avait une hausse de 40 millions sur le carburant. On s'est dit, bon, ok, s'il doit y avoir une augmentation de carburant, ce n'est pas une mauvaise chose. Si c'est pour travailler dans l'intérêt général de la population de Bobo-Dioulasso, nous sommes d'accord, nous ne pouvons pas être contre. Mais nous ne pouvons plus fermer les yeux et de laisser la gestion du carburant et des engins lourds par vraiment des personnes qui ne sont pas des maires d'arrondissement ni des adjoints au maire de la commune. En plus de ces raisons avancées, figure la question foncière qui impliquerait le promoteur immobilier. Herman Sirima et ses camarades donnent ici les raisons qui les poussent à vouloir confier les lotissements aux propriétaires immobiliers. Vous voyez, avec la situation, l'appurement du passif, il y a un travail qui a été fait, ça traîne, nous n'avons pas la restitution. Les non-lotis sont en train de pousser comme des petits champignons un peu partout. Mais ensemble, on se dit, si à travers la promotion immobilière, on peut encadrer la gestion foncière, on peut faire en sorte que les promoteurs immobiliers puissent être un frein à la prolifération des habitats spontanés, malgré le fait que nous étions contre, farouchement contre. On s'est dit, mais on n'a plus le choix. Mais nous avons exigé des promoteurs immobiliers qu'ils puissent tenir compte des non-lotis. La cellule de veille sur le droit au logement suit de près cette affaire. Pas question pour elle de faire un passage à force sur la question du foncier à Bobo-Dioulasso. Tenons à l'œil les élus locaux qui veulent faire un passage en force, qui tiennent à leur superficie, du reste ça peut être source d'autres problèmes. Quand on sait que dans un arrondissement, un maire se dit propriétaire d'espace, alors que nous savons
que les propriétaires terriens sont nombreux, il ne peut pas avoir l'aval de tout le monde. Sur les 6 maires en discorde avec le maire de la commune de Bobo, 5 sont du parti au pouvoir, le MPP, et un seul de l'opposition, le CDP. Tous appellent le maire de la commune de Bobo à revenir à la table de négociation afin d'avoir un consensus sur les points qui les divisent actuellement. Restons dans le Grand Ouest à une cinquantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso pour faire un gros plan sur le centre médical de Toussiana. Créé en 1991, il couvre 24 villages. Près de 30 ans après sa création, la formation sanitaire ne dispose ni de laboratoire ni d'unité de radiologie fonctionnelle. Pire, dans le cadre de la gratuité des soins, l'État lui doit près de 9 millions de francs CFA, une situation qui enfonce le clou. Mais vous allez le voir, ces difficultés sont loin d'entamer le dévouement de la vingtaine d'agents de santé qui y travaillent. C'est un dossier de Archimède Boy. Salif est l'infirmier chef de poste du centre médical de Toussiana, département situé à 411 km de Ouagadougou, dans l'ouest du pays. Cette structure de santé, créée en 1991, couvre 27 villages avec une population de plus de 21 000 habitants. Environ 3 mois après sa prise de service, Salif tente d'insuffler une nouvelle dynamique à cet hôpital bâti sur près de 2 hectares. Un hôpital qui manque encore d'un laboratoire et d'une unité de radiologie fonctionnelle. C'est ce bâtiment-là qui doit abriter les laboratoires. Un centre médical a besoin d'un laboratoire pour pouvoir bien fonctionner. Pour tous les examens préliminaires, genre, on peut dire la goutte épaisse, la glycémie, la créatinémie, beaucoup d'examens possibles. Le laboratoire va nous servir à au moins garder nos populations au sein de nous. C'est cette salle qui doit servir ici de radio. Pour la radiographie. Donc vous voyez, le bâtiment est bien construit. Les Toussiana, c'est un grand carrefour. Le CM, c'est un grand carrefour. La radiographie, d'abord, va désengorger beaucoup de trucs. Elle dit déjà que bon, si la radio est fonctionnelle aujourd'hui, tous les cas de fractures, que ce soit des pneumonies graves, des RX thorax, ça veut dire que la radiographie du thorax, pour voir s'il y a des anomalies ou pas, tout ceci peut se passer ici. On va au moins éviter à ce que les gens se déplacent pour aller à Banfort à 30 km ou aller à Bobo à 55 km pour aller faire une radio et revenir ici. Le centre médical de Toussiana attend toujours son médecin. Un logement a même été construit au sein du centre pour l'accueillir. Voici le bâtiment prévu pour le logement du médecin. Actuellement, pour éviter que le bâtiment ne soit inhabité et ça va se détériorer seul, il faut venir les réhabiliter encore. C'est pour éviter tout ça. Bon, le maïticien a occupé ça pour le moment. Comme c'est au sein du CSPS, ça favorise d'abord l'intervention même du maïticien à la maternité facilement. À la maternité, l'on enregistre aujourd'hui entre 70 et 80 naissances par mois. Ici, les femmes attendent toujours l'appareil pour l'échographie. Si nous avons un appareil pour l'échographie, ça sera une bonne chose. Cela nous éviterait de nombreux déplacements. Dans le cadre de la mesure de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, l'État doit près de 9 millions de francs CFA à cet hôpital. Mais ce constat n'entame en rien la détermination des 21 agents de santé du centre. L'équipe tient périodiquement des rencontres en vue d'assurer le bien-être des populations. Pour éviter les ruptures en médicaments, l'établissement sanitaire a sa formule. Si nous, on n'a pas de médicaments, si on n'a pas l'argent, les districts peuvent nous donner des produits aller jusqu'à 2 millions et quelques pour permettre aux centres de fonctionner et d'assurer toujours la gratuité des soins. Le district a instauré ce système-là pour éviter que les centres de santé ne soient en rupture. Au dispensaire comme à la maternité, un accent particulier est mis sur les bonnes pratiques sanitaires. Ici, présentement, la plupart de nos patients souffrent du paludisme, la toux et les rhumes. Dès que la personne se présente, après au moins la consultation, l'examen physique, l'examen complémentaire, y compris au moins le TDR, si c'est confirmé, au moins tous les produits sont disponibles. Donc on prend la personne en charge jusqu'à la finition et puis il n'y a même pas de problème. Pour mettre sur pied cette ambulance en panne, Salif a dû mobiliser la contribution des populations. Et ce fut un pari réussi. Or, la population a contribué à hauteur ici de 950 et quelques mille.
Également, ils ont payé des gants. Il y a eu des premiers carburants qu'ils ont mis pour permettre au centre de fonctionner en attendant que l'ambulance arrive à se prendre en charge. Ça, en tout cas, c'est une fierté pour moi. Moi, vraiment, je remercie toute la population de Toussiana. Aujourd'hui, le centre bénéficie également d'une nouvelle ambulance offerte par le gouvernement. De quoi faciliter les évacuations sanitaires dans cette zone carrefour. Dans ce département où la première cause de consultation reste le paludisme, l'équipe médicale prépare déjà la campagne de prévention du paludisme saisonnier. Des travailleurs acharnés comme au centre médical de Toussiana. On en trouve également à la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels, génériques et des consommables médicaux de Tenkodogo. Elle a réalisé des performances économiques jamais égalées. De 2015 à 2019, cette antenne régionale est passée de 2,5 milliards à 3 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Des résultats jugés satisfaisants qui ont amené le professeur Claudine Lougué à effectuer le déplacement de Tenkodogo. Le ministre salue le travail abattu et exhorte à maintenir le cap. Luc Pakbelgem. Le mode de gestion de la CAMEG, la centrale d'achat des médicaments essentiels génériques, fait école au Burkina Faso et en Afrique. Et le ministre de la Santé a tenu à le saluer à travers cette visite. L'antenne régionale de la CAMEG de Tenkodogo a reçu la visite du professeur Claudine Lougué après une année de performance jamais atteinte. En 2019, c'est un peu plus de 3 milliards 245 millions de francs CFA de chiffre d'affaires réalisé. Cette croissance est due à un mode de gestion rigoureux. Je ne suis pas étonnée au regard du professionnalisme qui caractérise les agents de la CAMEG. Professionnalisme, discipline, respect et amour du travail qu'on leur confie. Et tout ça mis ensemble, plus d'autres qualités bien sûr que je n'ai pas pu citer, et ne pouvaient que propulser la CAMEG au premier rang des centrales d'achat de médicaments essentiels génériques. Il faut qu'on se réjouisse. D'habitude, au Burkina, on s'autoflagelle. La CAMEG, je suis fière. Quand je sors et qu'on parle des centrales d'achat et que la CAMEG est citée en exemple, que la CAMEG reçoit depuis des années des personnes, des responsables des autres centrales d'achat de la région Afrique qui viennent s'inspirer de ce qui est fait, de l'exemple de la CAMEG. Moi, ça me réjouit. La CAMEG de Tenkodogo couvre les régions du centre-est et celles du centre-sud. En tout, c'est un CHR, 9 districts sanitaires, 11 officines et une structure confessionnelle qui sont ravitaillées. En termes de disponibilité des produits, nous nous améliorons d'année en année. Nous sommes passés de 37% au cours des 3 dernières années de taux de rupture à aujourd'hui 26%. Et nous ambitionnons bientôt arriver à 0% de rupture sur les principaux médicaments que nous offrons aux populations. En termes de pertes liées également aux péremptions, vous avez dû constater que pour une norme de 3%, nous sommes aujourd'hui à 2% de taux de péremption, alors que nous venons de loin parce que nous étions à 2,5% rien que l'année dernière. Donc, sur tous les indicateurs de performance clés qui nous est assigné par l'État burkinabé, nous les avons remplis et nous progressons d'année en année pour offrir le mieux aux populations. Créée en novembre 2011, la CAMEG de Tenkodogo prévoit pour 2020 11% de ventes ordinaires. Cet objectif est réalisable au vu de la forte croissance enregistrée d'année en année depuis 2015. La centrale s'est également illustrée dans la réception, le stockage et la distribution des produits entrant dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Non à la légalisation de l'avortement au Burkina Faso. L'association catholique Vim Korochi se veut formelle. Il faut promouvoir et défendre la vie. Message rappelé ce 18 juillet 2020 à l'occasion de la Journée nationale de la vie. Archimède Boy. C'est au pied de la croix du Christ que des religieux, des politiques et des coutumiers se retrouvent. Le temps d'un panel pour défendre la vie. Ce 18 juillet, l'association catholique Vim Korochi, promouvoir la vie, commémore ainsi sa première journée nationale de la vie.
À travers cette activité, ces acteurs disent non au projet de loi portant légalisation de l'avortement au Burkina Faso. Si vous remontez un cours d'eau, vous découvrez sa source. Si nous remontons le fleuve, la transmission de la vie, nous découvrons de Dieu qui est un don pour nous. Donc la vie, nous l'avons reçue et cela doit susciter de nous émerveillement, gratitude, respect, protection et transmission. C'est là tout l'enjeu. Si nous avons des cas particuliers, vous voyez, il y a une fille qui a à peine eu le BPC, elle est en couche, elle est décédée. Si on avait légalisé l'avortement, elle n'allait pas mourir. Mais si on légalise l'avortement, c'est l'humanité qui va mourir. Alors, est-ce que c'est parce que les Blancs vont venir nous dire que la vie ne commence que quand l'enfant est sorti, que nous allons nous mettre à suivre cela? Et quand on va autoriser l'avortement, vous savez comment ça se passe ici? Même dans les boutiques de quartier, les gens vont faire des avortements. Parce que tant que c'est payant et qu'il y a de l'argent, les gens vont se mettre à le faire. Dans la société traditionnelle, l'avortement est interdit. L'homicide, le suicide. Car la vie ne nous appartient pas. Et nous n'avons pas le droit d'ôter quelque chose que nous ne pouvons pas donner. Cette journée nationale pour la vie était initialement prévue le 25 mars dernier, en marge de la Semaine pour la vie. Elle se tient en différé sous l'égide du comité diocésain pour la pastorale de la santé de l'archidiocèse de Ouagadougou. De la vie, on passe à la mort. C'est terminé pour la page Amadou Gon Coulibaly. Le peuple sénoufo, mais pas que, c'est toute la Côte d'Ivoire dans sa diversité ethnique, culturelle, politique qui a définitivement accompagné le Premier ministre ivoirien à sa dernière demeure à Korogo, dans sa ville natale. Moment d'intense émotion et de prière pour celui qu'on appelait le lion. Images et commentaires, Thié Traoré, Rémi Lambert-Nibi. Homme du peuple, c'est par un hommage populaire que Amadou Gon Coulibaly emprunte le chemin du non-retour. Homme d'État, c'est tout un pays et ses amis qui lui rendent hommage. Homme pieux de son existence ici-bas, il reçoit les prières qui l'accompagneront au ciel. Lorsque un homme s'éteint, nous enseigne la religion, trois choses continuent de le suivre. Une science qu'il a laissée qui est utile aux gens, une aumône qui profite aux populations et les prières qui peuvent être formulées à son endroit. Je voudrais dire à la famille que le Woroba saura à chacune des prières remémorer le souvenir du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Tel un sort difficile à accepter, le destin s'est une fois de plus accompli dans la grande famille Gon Coulibaly de Korogo. Vraiment, ça c'est trop fort pour nous. Lui-même, son grand-père Amadou, lui-même qui porte son nom, le grand-père Amadou, lui-même il est mort de 61 ans. Bon, son papa aussi est mort de 61 ans. Vraiment, nous-mêmes, on ne sait même plus. On ne sait plus où on s'en va. Donc, vraiment, on prie Dieu. Dieu n'a qu'à nous calmer. Vraiment, sinon, il n'y a pas quelqu'un qui peut nous calmer. De la grande mosquée de Korogo au caveau familial de Soba, pleurs, ovations témoignent non seulement du vide que l'illustre disparu laisse dans le cœur du peuple sénoufo, mais aussi de l'empreinte qu'il laisse gravée dans l'histoire politique de son pays. Il est digne des honneurs de la patrie en signe d'adieu. Dans le caveau familial, Amadou Gon Coulibaly reposera désormais auprès de son père et de son grand-père. Et comme pour tous les grands hommes en Afrique, dans la tristesse de leur disparition, des voix nouées de pleurs et de chagrin font toujours résonner des chants pour saluer la plénitude d'un vécu brutalement estompé à 61 ans.
Retour au Burkina Faso et terminons ce journal avec cette sortie des acteurs culturels. La Fédération des entrepreneurs culturels et événementiels de SIA appelle le gouvernement à autoriser la tenue effective de la Semaine nationale de la culture cette année. Un événement qui a fait les frais de la pandémie de coronavirus. Kader Kondé, Soto, Justin Dabiri. Mobiliser tous les acteurs concernés par la 20e édition de la Semaine nationale de la culture afin de convaincre le gouvernement à tenir la SNC 2020, c'est le but de cette conférence de presse de la Fédération des entrepreneurs culturels et événementiels de SIA, FECESI. Tout était pourtant bien parti pour la tenue de la Biennale de la culture, mais c'était sans compter avec la Covid-19. C'est dans cet ordre que la SNC donc, a été reportée à une date ultérieure, à seulement quelques jours de l'ouverture. Il faut dire qu'à cette date également, on peut dire qu'il y a un certain nombre d'activités qui avaient déjà été effectuées. Il y avait déjà eu, on a dit qu'il y a près de 90% des stands qui avaient été déjà vendus. Le 30 mai dernier, le Comité national d'organisation de la SNC remettait au ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme le rapport des travaux de réflexion sur de nouvelles dates et un nouveau format pour la SNC 2020. À la suite du Sénat, la FECESI a également rencontré le ministre en charge de la Culture pour lui faire part de l'inquiétude des acteurs culturels. Malheureusement, on a constaté que depuis lors, il y a un silence radio au niveau du gouvernement. Il n'y a pas eu de réaction et jusqu'à la date d'aujourd'hui, on n'a pas, en tout cas, de retour du gouvernement pour nous dire si la SNC aura lieu ou pas. Ce silence-là, ce mutisme-là qui a amené donc notre fédération, ce n'est pas seulement ceux qui sont dans la culture, mais on a rencontré ceux qui sont dans l'hôtellerie, pour que tous ceux qui seront impactés par la non-tenue de la SNC, pour voir avec eux dans quelle mesure est-ce que nous pourrions, en tout cas, mettre notre main ensemble et puis voir, interpeller les autorités. Nos actions vont continuer. Déjà, ce qu'on a fait, on va continuer à le faire. Mais on espère pouvoir mettre vraiment tout de notre côté pour faire bouger les lignes au niveau du gouvernement. S'il n'y a pas d'envolée au niveau de la maladie, nous, on va tout faire pour que ça puisse se tenir effectivement avant les élections. Voilà, parce que après les élections, beaucoup de choses peuvent changer. Prévu pour se tenir du 28 mars au 4 avril 2020, la SNC Bobo 2020 a été reportée pour cause de Covid-19. Les chiffres affichés aujourd'hui montrent qu'il est possible de tenir la SNC selon la FECESI. C'est pourquoi elle prévoit d'autres actions sur le silence des autorités perdues. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Vous êtes nombreux à nous faire confiance depuis Nandiala dans le Boulkiemde. Soyez-en remerciés. À bientôt pour d'autres actualités.